Avant de commencer, petit disclaimer, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, foncez-y, c'est une bombe. Maintenant, nous allons spolier sévère dans cette vidéo, alors si vous ne voulez pas mourir, barrez-vous. Mathis, le flingue. Mathis, le flingue, roule-toi, le flingue, le flingue. Vous connaissez le western? Le western est un genre américain qui naît au début du cinéma, avec plus ou moins le vol du grand rapide. Je dis plus ou moins parce qu'on n'est pas vraiment exactement sûr que ce soit lui le premier. Edwin S. Peter, qui aimait bien voir des éléphants se faire électrocuter, mais d'une manière générale, il aimait bien voir des trucs se faire électrocuter. Sa définition est simple. L'action du film se déroule durant la conquête de l'Ouest américain, donc surtout chez les States. Ce qu'on retient surtout, ce sont les chevauchés, le héros solitaire. Aujourd'hui, les westerns sont beaucoup moins fréquents qu'à l'origine. Ce qu'on a gardé du genre, c'est son ambiance et ses thèmes plutôt qu'un décor. Et c'est comme ça qu'on arrive au néo-western, un western à l'époque moderne, comme No Country for Old Men. Ah oui, tu veux dire No Country for Old Men. Hey, baby. Donc oui, ça reste des productions américaines, forcément c'est leur histoire. Mais d'autres pays s'y sont quand même tentés. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés au western spaghetti. C'est un terme péjoratif à la base qui sert à se foutre de la gueule de ces salauds d'Italiens qui veulent voler notre puissance américaine supérieure. Et là-dedans, il y a un Italien qui avait absolument tout compris. Pour faire son western, il s'est inspiré du Japon. Sergio Leone, petit réalisateur, voit un jour au cinéma Le Garde du Corps d'Akira Kurosawa. Et il se dit: les gars, j'ai une idée de ouf. On va leur mettre des chapeaux au lieu de leur bonnet chinois. Ceci est Léon. Il reste juste encore à essayer de trouver un acteur pour remplacer le génialissime Toshiro Mifune, qui était classe notamment dans ça. Alors il décide donc de prendre un acteur ridicule du nom de Clint Eastwood, je sais que ce nom de naze, parce qu'il était pas cher et qu'il savait monter à cheval. Le film donc, pour une poignée de dollars, a eu un tel succès que Leone s'est pris un procès pour plagiat, mais ça c'est un petit peu osef. Ce qui est vraiment important, c'est que le film aura ancré dans l'esprit collectif Sergio Leone comme un réalisateur de western excellent et Clint Eastwood comme un super acteur. Et on continue cette lancée avec l'année suivante et pour quelques dollars de plus, avec la même équipe, mais ce coup-ci on fait monter les curseurs. On ne se contente pas d'une seule ville comme dans le premier film, on va voyager avec ces décors magnifiques d'Espagne. On va rajouter des enjeux avec un nouveau partenaire à Clint Eastwood, à savoir les Van Cleef. On rajoute un excellent antagoniste qui a des relations plus élaborées avec les protagonistes, et tout ça, ça fera pour moi un incontournable du cinéma. Américain? Italien, trop du cul! Mais pour beaucoup, le vrai chef-d'œuvre derrière tout ça, ce sera le dernier volet de cette trilogie, appelée Trilogie des dollars. C'est pas du dollar. On s'en branle. Personne n'est d'accord sur le nom de cette putain de trilogie de merde. Et probablement parce que ce film est certainement l'une des meilleures incarnations du cinéma. Ah ouais, à ce point-là. Ah, moi je suis entièrement d'accord avec moi-même. Bonsoir, je m'appelle Mathis Dury, et aujourd'hui je vais vous parler du bon, la brute et le truand. Ah, bien travaillé ce matin. Mais non, je fais que 10 pages. Je suis en retard. Non, sans déconner. Tu commences par une scène d'intro hyper alambiquée et hyper chiante alors que ça fait 1 an que t'as pas fait de vidéo? Non, parce que ça et ça, c'est des fraudes. Hein. Moi je m'étais juste dit que ce serait sympa de rappeler un peu les bases, tu vois. Ouais, rappeler les bases d'un western, un truc que tout le monde connaît, c'est sûr qu'il y a aucune chance que ce soit chiant et nul. Ah mais tu vois que t'es d'accord avec moi. Ouais, on va dire, je suis d'accord. Tout de même, c'est important que le spectateur puisse comprendre un petit peu les cheminements du genre. Mais quel spectateur? Je te rappelle que les seules personnes qui te regardent, c'est des gens que tu connais dans la vraie vie. Hein. Alors déjà tu les fais chier avec tes noms japonais imprononçables, tu veux faire la même chose vraiment dans cette émission? Oui, mais là ce n'est absolument plus dans le cadre d'un cursus scolaire. Du coup, je peux dire tout ce que j'ai envie. Par exemple, dans le conflit actuel qui oppose les deux pays, Israël et la Palestine, je pense que le seul et unique vainqueur de ce conflit devrait être... suite à un léger problème technique, il semblerait que je ne vais pas pouvoir donner la réponse de ce débat.
Donc monsieur, vous pouvez arrêter que je puisse continuer la vidéo. Bref, le film commence avec 3 personnages qui rentrent dans une auberge On dirait le début d'une blague de cul. pour être tués hors champ, avec un nouveau personnage qui débarque de nulle part pour s'enfuir à cheval aussitôt qu'il est apparu, avec un carton de titre pour indiquer que c'est lui le truand. Stop! Est-ce que vous êtes conscient de ce qui vient d'arriver? Non. Pour expliquer mon propos, je vais devoir un tout petit peu spoiler la suite du film. En fait, Le Bon, la Brute et le Truand commence d'une façon très brillante. On va nous présenter chaque personnage titre à la suite avec une ou plusieurs scènes, qui se terminent avec le rôle du personnage dans l'ordre, le Truand, la Brute et le Bon. Donc cette scène est extrêmement importante parce que en plus de nous introduire un personnage principal, elle doit débuter le film. Et c'est fait de manière si exquise qu'elle vous fera passer Jojo Bizarre Adventure pour une série AB Productions. Ouais, connais pas. Encore un truc de japonais enfant débile là, qui regarde des mangas alors qu'on pourrait lire des vrais livres. Tout comme Les animaux célèbres de Martin Monestier. Ouais, ou la comédie humaine de Balzac. D'ailleurs, il y a un perso qui s'appelle Rastignac là-dedans. Ça t'irait bien comme nom. Rassignac. Ouais, ça me va. Enfin, t'aurais pu prendre mieux, genre Clavijo ou Goethe. Oh bon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai écrit un perso aussi naze? Bah, tu m'as littéralement écrit pour te casser les couilles, alors bon, je fais mon boulot, hein. Désolé, monsieur qui n'a pas de talent. Cette scène montre aussi très bien qui est Sergio Leone, avec des gros plans sur des tronches patibulaires et des plans larges qui montrent les personnages de plein pied. Mais c'est principalement pour montrer le personnage qu'elle est brillante. Donc, on ne le sait pas encore, mais il s'appelle Tuco. Benedictio Pacifico Juan Marias Ramirez. Dit le porc. et en quelques secondes, on a toutes ses caractéristiques de base. Le mec est recherché, donc il scrute l'arrivée de nouveaux assaillants. Il est pauvre et mange très peu, alors il garde son poulet à la main, même s'il est pressé. C'est un tireur hors pair, il est imprévisible. À part son passé tragique, on a à peu près tous compris qui c'était. Et en plus, je trouve ça vraiment cool que le perso qui a le plus de dialogue de tout le film soit introduit de façon quasiment muette. Ça joue tout de suite sur nos attentes et même de façon inconsciente. Parce qu'il y a de ça aussi. Le Bon, la Brute et le Truand a vraiment une idée philosophique de base qu'on va retrouver dans tous les aspects du film à partir de là, à savoir, les apparences sont trompeuses. On a ça dans l'intro, on nous présente 3 personnages de façon classe. On s'attend à ce qu'ils soient badass pour qu'ils se fassent buter hors champ une minute plus tard par un type qui sort de nulle part. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est-à-dire, Bon, je ne sais pas, un autre film pareil, du même réalisateur, de Léon, qui commence par une scène muette également, et qui aurait, à tous les hasards, cette bande-son-là. Il était une fois dans l'Ouest. on a personne de façon classe mais personne. Mais putain, mais oui! Au 4e film, le gars il avait plus d'inspi. C'est inattendu et c'est fait avec une pincée d'humour qui va caractériser le film. Bref, c'est réussi, ça donne envie de voir la suite. Vous l'aurez compris, la scène d'après, elle va servir à présenter le personnage de la Brute, Sentenza, joué par Lee Van Cleef. Et pendant ce temps, les aventures de Sentenza, le tueur. La scène est divisée en 2 parties. La première est un duel de silence entre Sentenza et le chef de famille, que le S bat haut la main. Ça montre d'emblée le charisme et la froideur du personnage. On a d'ailleurs la première réplique du film, Tu viens de chez Macaire? puis les dialogues, on comprend quelque chose. Déjà pour l'histoire, Sentenza vient du coup de hacker et recherche un mec du nom de Jackson, qui vit dorénavant sous un faux nom, en l'occurrence Bill Carson. Et c'est pour un sacré bon paquet de dollars qu'il possède que Sentenza a été envoyé par Baker. Sentenza finalement tue le père et le fils en essayant de s'enfuir. Quelle tristesse. Retrouve Baker, lui transmet les infos et le tue car il a été payé par l'autre gars 1000 boules. Ah, un travailleur fiable. C'est ce qui manque aujourd'hui. Après avoir sorti la réplique qui correspond le plus à son personnage, Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Sentenza ne parle que de thunes. Ce n'est pas pour ça qu'on me paie. C'est pour ça qu'on me paie. Pas loin de 500 dollars. 1000 dollars. La moitié en or. Et aussi la payer. Je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Pleine de beaux dollars. Il m'a donné 1000 dollars. L'avarice, c'est vraiment un thème important du récit, et on le comprend véritablement ici. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la trilogie des dollars. Ah, et aussi, Sentenza est un robot. Je veux dire que c'est vraiment un robot. Il fait ce qu'on lui demande, il réfléchit pas plus, même si ça sert plus à rien de respecter les volontés d'un mec qu'on a tué soi-même. Bah si, c'est ce qu'on appelle le professionnalisme. J'aurais fait pareil. C'est bien une preuve, tu vois, les robots sont bien plus pros que nous. Sarah Connor, je m'appelle Sentenza. J'ai été payé pour vous tuer. Merci. Ça ajoute
tout de suite un détachement du personnage vis-à-vis du spectateur, parce que il a pas d'âme. Les seules décisions qu'il prend pour lui-même, c'est de continuer à chercher le pognon de Carson. Donc encore une fois... Ça en fait un antagoniste très intéressant, un peu à la manière d'Anton Chigurh. Mais là on va arriver à un souci du personnage. Comme j'ai dit plus tôt, le film nous apprend que les apparences sont trompeuses. Et cette vérité, elle est vérifiée dans chacun des rôles titres. Et oui, c'est pas parce qu'un moine a des chaussettes qu'il porte des sandales. Effectivement. Le bon et le truand sont plus que les noms qu'on leur associe au premier abord. Mais Sentenza, lui, c'est vraiment juste une brute. Il n'y a pas grand chose qui le caractérise à part ça. À part peut-être une scène, mais on va y revenir. Quoi? Et si on parlait de Clint Eastwood? Pas tout de suite. Oh. Car on doit voir Tuco se faire martyriser par 3 pecnos. Tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut 2000 $. On parle beaucoup d'argent dans ce film. Certainement un thème récurrent. Mais pas de panique, arrive le plus beau, le plus classe, et le meilleur ami des singes, Clint Eastwood. Wouh! Lui-même semble dans un premier temps aider le voleur malicieux, mais c'est pour mieux le trahir et l'envoyer à la potence. Mais finalement c'est pour mieux le libérer, en coupant la corde, partager la thune et refaire la même action plus tard dans une autre ville. Et comme quoi, les apparences sont trompeuses. Ouais, c'est vrai. Un jour, moi j'étais dans la rue et j'ai vu un caniche. Et je me suis rapproché et en fait... c'était un mouton. L'humanité est passionnée par ton anecdote. Hein. C'est donc le début de la relation entre Tuco et Blondin. Et évidemment, ça parle de thunes. Tu sais ce que tu vaux maintenant? Non. Combien? 3000 $. Ah, et Blondin, c'est le surnom que Tuco lui donne. Parce que, vu que c'est un peu l'un des surnoms de cette trilogie, Clint Eastwood joue un homme sans nom. Qui n'était pas au départ un homme sans nom, hein, car dans Pour une poignée de dollars, il s'appelait Joe. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Joe. Très mauvaise. Et c'est une sorte d'équivalence au perso de Toshiro Mifune dans Yojimbo, parce qu'il s'invente un nouveau nom à chaque film. Et aussi, on va apprendre un nouveau trait de la personnalité de Tuco. Il ferme jamais sa gueule, un peu comme moi. Parce que t'es un beau salaud. Ah, t'en sais rien, mais moi je le sais. Et les autres aussi, ils savent. T'es le fils de tout le monde. T'as pas un père, t'en as 1000. Il s'arrête jamais, on dirait qu'il est payé à la ligne. C'est quand même un des gros trucs du personnage, hein, le fait qu'il parle le plus. Et il débite des insanités, on dirait un rappeur. Je t'éclate le nez avec de la poudre savoureuse grâce à laquelle je détourne ton amoureuse. Ah, d'ailleurs, il y a Les Pendant ce temps, les aventures de Sentenza, le tueur. Qui est là grâce au pouvoir du hasard, ça aussi, hein, on va y revenir. Il a de nouvelles informations pour son enquête. Il sait que Bill vivait avec une prostituée du nom de Maria, donc il va la rechercher. Ah, quoi? Il cherche Schubert? Mais personne n'aura cette rêve. Oh si, quand même, l'Ave Maria, c'est hyper connu. Tu vois, si t'es obligé d'expliquer ta référence, c'est que ta blague est pas drôle. Oui, c'était vraiment uniquement un encart. Et je suis sûr aussi qu'il doit exister qu'une seule Maria dans toute l'Amérique. Et puis Maria, c'est aussi un des noms de Tuco, donc ça se trouve c'est lui, hein. Enfin, je dis ça, je dis pas rien. Mais non, je suis mauvaise langue, en vrai il a plus d'informations. Il sait le nom de la ville déjà, même si ça me paraît un petit peu léger. Et aussi, il voit clair dans l'entourloupe des deux complices. Mais comme il s'en fout un peu, il se tire. Revenons à eux deux. Cette fois, l'opération foire. Le câble n'est pas coupé du premier coup, les exposant au danger. Ils réussissent malgré tout à prendre la fuite, mais cet incident pousse Blondin à prendre une décision. En effet, il rompt son partenariat avec Tuco, garde l'argent et le laisse dans le désert avec les mains liées. Et c'est réparti le trou du cul. Quelle ingratitude quand je pense au nombre de fois où je t'ai sauvé la vie. Blondin est donc un fils de pute. Tu es la plus infecte crapule que la Terre ait jamais portée. Et il joue sur son apparence, il fait constamment croire à tout le monde qu'il est de son côté, au personnage comme au spectateur. Au début on pourrait croire qu'il est pour la justice. Il gagne plus grâce à de la ruse que seulement avec ses pistolets. Il rafle la mise en se foutant de la gueule de tout le monde au passage. Oh, je le savais, c'est un serpentard. Bon écoute, on n'est pas ici pour faire référence à des trucs inférieurs. Wingardium Leviosa. Je te déteste, mais tellement. On avait déjà ça, toutes les choses que je venais d'évoquer avant que cet abruti ne m'interrompe dans le premier film. Mais ce coup-ci, il le vrai pour le bien, alors que là, il fait ça que pour sa pomme. Ça le rend fascinant et d'autant plus détestable. En fait, j'aime juste ce personnage. Ouais, t'aimes bien les connards, quoi. Sauf toi. Concernant l'histoire, Blondin se tire, Tuco jure de se venger, et voilà, tous les engrenages sont en place, les persos sont installés, tous les points d'intrigue ont débuté, le film va véritablement enfin commencer, l'introduction est terminée. C'était long. Bah putain, heureusement que t'es là, mec, tu tiens vachement à quelque chose. T'as qu'à mieux savoir écrire. En tout cas, il y a, et pendant ce temps, les aventures de Sentenza, le tueur,
qui continue son bonhomme de chemin, trouve Maria, la torture avec des jolies claques. Ah, les bonnes vieilles méthodes. Elle lui dit quel est le régiment de Bill Carson, vu qu'il fait partie de la Confédération. En gros, les racistes durant la guerre de sécession américaine. Ce personnage était tellement utile qu'on se demande pourquoi t'en as parlé. C'est vrai que c'est pas vraiment l'un des points les plus intéressants du film. Mais par contre, ce qui était beaucoup plus, c'est que c'était l'une des scènes les plus dures à jouer pour les Von Cleef, car dans la vraie vie, il est doux comme un agneau. Imitation d'agneau. Et le fait de frapper sur plusieurs plans, durant plusieurs prises, sur une même femme sans défense, l'a rendu particulièrement mal à l'aise, même si l'actrice essayait de l'aider avec des trucs du genre Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Les autres scènes qui étaient dures à jouer pour lui étaient celles à cheval, car il sait pas en faire. D'ailleurs, c'est pas le seul. Eli Wallach non plus ne sait pas en faire. Là, par exemple, il est totalement paniqué parce que le cheval est parti beaucoup trop tôt. Du coup, on leur a donné le même cheval particulièrement docile. Enfin, pour un cheval. En parlant de Tuco, celui-ci toujours décidé à se venger du blondin, réussit à se faire un stock d'armes dans une scène absolument incroyable que je ne détaillerai pas parce que... Parce que tu voulais faire une vidéo courte, que là tu te rends compte que t'es déjà à 7 pages de script et que le film n'a pas commencé. Possible. N'en déplaise, le truand réussit à se faire un nouveau groupe d'amis dans une des scènes de la version longue. Ce qui est bien, parce que ça va me permettre de commencer à parler de la version longue, justement. Attends. Rintintin 1930. C'est pas la plus intéressante. C'est pas comme dans Il était une fois en Amérique, où là, la version courte américaine a pas mal niqué le film. Là, le film est déjà un chef-d'œuvre alors qu'il n'est pas complet, et du coup, ça apporte vraiment rien de rajouter des scènes en plus, qui peut parfois niquer le rythme. Pal est le chien acteur le plus célèbre du cinéma. Même si je reconnais que des fois, ça ajoute de meilleures transitions, qui peuvent aider à la compréhension. Et des fois, pas du tout. Et d'ailleurs, pour le doublage, comme les deux versions sont séparées de plusieurs années, t'entends beaucoup trop les différences, vu que les comédiens, Jacques Deschamps, Georges Attal et Claude Bertrand, était mort et remplacé par Thibaut de Montal-Lambert, François Signière et Paul Borne, pour ne citer que ceux. Et que les micros étaient pas les mêmes. D'ailleurs, en version anglaise aussi t'entends les différences. Parce que les Von Cleef, il était mort, c'est con, et Ellie et Clint étaient genre trop vieux. Leurs voix ont pas mal changé avec les années. Ah, et une autre tangente aussi, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Acheté 10$ à l'âge de 8 mois. Il a la sale manie de poursuivre les vélos. Le Bon, la Brute et le Truand est un film italien, pas américain. Du coup, la VO, c'est la version italienne. Putain! Ah, Sergio Leone lui-même, il parlait pas anglais. Les Italiens, ils tournent sans le son. Du coup, toutes les versions sont doublées. C'est pour ça que t'as autant d'acteurs qui parlent différentes langues dans leurs films. Et c'est aussi pour ça qu'on a des absurdités dans la version anglaise, comme le fait d'appeler Sentenza Angel Eyes. Putain que ce nom est con. Et nous, en France, on s'était appuyé sur la version italienne pour faire la nôtre. C'est pour ça qu'on est plus fidèle alors qu'on n'a pas les mêmes comédiens. D'ailleurs, aucune version n'a les voix des comédiens de base. Parce que en italien, Clint Eastwood est doublé par un italien. Et en anglais, cet acteur italien, il est doublé par un acteur américain. Putain, shit. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça ridicule, l'argument du oh, c'est pas les mêmes voix pour défoncer les VF. Parce que les Italiens, ils ont jamais fait avec les mêmes voix. Et tout le monde s'en fout. Même au début du parlant, changer les voix des mecs parce qu'elles étaient à chier la leur. J'entends sous la pluie, c'est quand même inspiré de trucs vrais à la base. Et toutes ces conneries, ça ne fait qu'augmenter cette hégémonie de l'anglais qui me saoule au plus haut point. Le film alors? La fine équipe fraîchement composée arrive malgré tout à retrouver Blondin. Je sais pas comment ils ont fait pour retrouver un gars dont ils avaient même pas le nom. Bah, ils ont utilisé le GPS? Ou une carte? Dans un hôtel. Ils menacent même le patron pour savoir où est sa chambre. Au premier étage de la chambre numéro 4. C'est au 4. Merci, je suis pas sourd. Mais Clint Eastwood les entend venir et les descend en à peine 6 coups. Ce film adore intégrer des personnages à son histoire pour s'en débarrasser de scènes plus tard. Mais Tuco est plus malin et réussit à surprendre en passant par la fenêtre. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. Notez ce mouvement 3 qu'il fait. C'est une mimique du perso qui revient à plusieurs reprises durant le film avec d'autres. Et ce sont toutes des impros de l'acteur. Ce qui n'est pas vraiment con, hein, parce que ça ajoute de la personnalité et puis ça me rappelle son côté religieux. Du coup, bon point monsieur Eddie. Blondin va pour se prendre, mais est sauvé in extremum par un canon qui fait s'effondrer le bâtiment. Tuco n'a rien, pas une égratignure, à peine un inconvénient alors qu'il est tombé de plusieurs mètres parce qu'il a la résistance de Bill Coyote. Et Blondin se casse aussi en 2 secondes, hein, alors qu'il met la tête dans la corde. Ça doit quand même être pas mal pénible, hein. Il doit avoir la vitesse de bip bip. Putain, mais cette comparaison est bizarrement raccord avec le reste du film. Non. Bah, Tuco, c'est le coyote, il essaye de rattraper Bip Bip, mais échoue à chaque fois, et Blondin, c'est Pibi. Oui, enfin, tu m'excuseras, mais il y a quand même une grande différence entre ce gars et ce gars.
Et ce gars n'a rien à voir là-dedans. Tu vas encore perdre les gens comme ça, mon pauvre vieux. Et pendant ce temps, les aventures de Sentenza, le tueur. Il trouve la caserne dans une des scènes de la version longue, mais pas Bill cependant. Il apprend qu'il est parti avec un convoi et est probablement fait prisonnier d'un camp yankee. D'ailleurs, il fait la seule bonne action de sa vie, il donne une bouteille à un gars. Garde-la, je te la donne. Ouais, c'est ce qui fait que Sentenza est le moins intéressant du trio. Il n'y a pas des masses de preuves qu'il est plus qu'unidimensionnel, et les seuls qu'on ait sont pour la version longue. C'est pas rien, il fait preuve de compassion envers une personne en détresse, un peu. Mais ça reste quand même léger. Tuco continue la poursuite infernale de sa proie. Il se rapproche et c'est montré par les cigarettes abandonnées de Blondin. Plus il se rapproche, plus elles sont encore chaudes. Et je vais en parler tout de suite parce que je trouve ça intéressant. La personnalité de nos trois troublions sont représentées par leur manière de fumer. Ce truc existait déjà dans Et pour quelques dollars de plus. Là par exemple, Sentenza fume des pipes, pas de blague s'il te plaît. Bah allez, t'en meurs d'envie. Pour montrer un côté calculateur à ses actions, ainsi qu'une prétention je trouve. Avec ses cigarios, Blondin montre un aspect vif de sa personnalité. Et Tuco, lui, fume et mange les restes parce que c'est un chien errant, il se nourrit de ce qu'il trouve. Il retrouve Blondin avec cette transition qui me fera toujours avoir des frissons dans le dos. Il va le forcer à un sévice bien cruel, marcher dans le désert sans boire ni manger, alors que lui est à l'ombrelle, à cheval, et boit devant lui. C'est pour rajouter un tout petit peu de torture psychologique. Le voyage continue dans des plans de désert que je trouve absolument magnifiques, qui n'est pas sans rappeler Tintin. Et au bout d'un certain temps, Tuco décide enfin de l'achever. Cette fin était plutôt triste, mais bon, c'est pas mal. Allez, à refaire. C'est par où la sortie, c'est par là? Mais attends, le film il est pas encore fini, hein. Tuco a toujours pas tué Blondin. Ah, je me disais bien aussi. Il est où le film? Et c'est quoi cette histoire avec Bill Carson? L'argent, Sentenza, les pipes? Non, faut pas croire ça. Regarde là, par exemple, il y a une diligence remplie de confédérés qui débarque avec Bill dedans. On le reconnaît parce qu'il a un bandeau. Oui, j'ai oublié de dire au début qu'il avait un bandeau, j'ai la flemme de refaire le script. Ça distrait Tuco et c'est pour ça qu'il tue pas Blondin. Attends. T'es en train de me dire que c'est une calèche qui sort du trou du cul des scénaristes, qui arrive dans un désert où personne ne va jamais, c'est dit plus tôt, et qui va sauver le protagoniste? Bah tu sais, des trucs comme ça arrive, hein. Ah ouais, c'est pas du tout téléphoné, hein. Les Misérables font pareil. Dis-moi, tu pensais que personne allait voir ça? Ça quoi? Les faux raccords. Les faux raccords, ça n'existe pas. Ta chemise, c'est pas la même. La luminosité non plus, c'est pas la même. Et ta barbe, c'est pas la même. Alors, Orwell disait que la vérité était relative, pour commencer. Je te hais. Ta culotte n'est pas la même. Faux raccord. En vrai, ce qui est intéressant, c'est que le film réussit parfaitement à se réinventer à ce moment-là. Comment tu peux être à la fois là et là? Faux raccord. Au niveau du chapeau. Je vois pas ce que tu veux dire. Cette émission ne veut déjà plus rien dire. On va changer de registre d'histoire, vous allez voir. Donc, Bill réussit à donner le nom du cimetière, celui de Sad Hill. Ça veut dire colline triste. Et en russe, ça se dit comme ça. Grushny Derevishna. Oui, où il a enterré les 200 000 $ qu'on parle au début du film. Et avant de clamser, il donne le nom de la tombe précise où le pognon se trouve, à Blondin, sans que Tuco l'entende. D'une part, ça montre que Tuco est le vrai protagoniste, hein, on partage des informations avec lui plutôt qu'avec Blondin. Mais surtout, Tuco, qui préfère l'argent à la vengeance, va tout faire pour garder Blondin en vie alors qu'il voulait le buter 2 scènes plus tôt. Ça donne lieu à des répliques de barge. Je vais dormir tranquille. Parce que je sais maintenant que mon pire ennemi veille sur moi. Et ça solidifie leur inimitié, car ils veulent tous les deux l'argent. Alors ils vont devoir coopérer ensemble, alors qu'ils se détestent, et qu'ils se complètent bien ensemble. Leur relation est juste parfaite et cimente excellemment bien le film. Pour l'anecdote, le titre de travail c'était Les Deux Maléfiques Bons à Rien. Franchement, si vous avez aimé la relation entre Deadpool et Wolverine, regardez Le Bon, la Brute et le Truand. Il le surclasse totalement à ce niveau-là. Bon, dans tous les points, il le surclasse, mais celui-là en priorité. Enfin, Tuco décide de soigner Blondin, et pour ça il va l'emmener chez des missionnaires, dont leur père supérieur est par la mère de toutes les coïncidences, son propre frère. Moi je te le dis, hein, les Misérables auraient fait la même chose. S'ensuit une scène assez importante du film entre Tuco et son frère, le père Pablo Ramirez. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que du coup,
Son frère, c'est un père, genre le pape. Ouais, c'est marrant. Allez! Celui-ci reproche à Tuco de les avoir abandonnés avec ses parents pour le banditisme et de n'avoir pas été présent lors de leur funérailles. Mais Tuco contre-argumente en l'expliquant son vécu de son propre point de vue, que son frère les a abandonnés avant, mais surtout sa philosophie que seuls les moines et les bandits peuvent réussir dans cette société. Parce qu'on vit dans une société. Mathis? Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait et personne ne dit rien du tout. Et comme Tuco est trop avare, il a choisi bandit. C'est aussi un thème récurrent que Tuco voit le monde d'une façon binaire. Le monde se divise en deux, mon ami. Il y a deux sortes d'individus sur cette terre. Le monde se divise en deux catégories. Le ton monte et finit assez violemment. Ils se quittent sans trop s'expliquer, mais Pablo s'excuse. Ah, c'est surprenant. Tuco a fait plus de mal que Pablo, lui soigne avec des inconnus. Mais c'est Pablo qui s'excuse. Peut-être qu'il se dit que c'est lui qui est à l'origine du problème. Que s'il avait été là, son frère aurait été une meilleure personne. Peut-être que c'est plus complexe qu'il semble. Peut-être que les apparences sont trompeuses. Ça peut faire sortir de nulle part, mais c'est surtout pour alimenter ce principe. Il est assez surprenant que Tuco ait un passé aussi développé, même si c'est que pour une seule scène. Pour son genre de cliché, c'est-à-dire le bandit de grand chemin, il est assez inédit et bienvenu de lui donner une backstory, surtout pour l'époque. C'est vrai qu'on s'attendrait plutôt à ça pour un personnage comme Blondin. Par contre, lui, il est totalement sans passé. On ne saura jamais qui c'est. Il y a un symbole que j'aime bien aussi. À la sortie de la mission, Tuco est encore tout tourmenté de sa rencontre avec son frère, et qui, je le rappelle, c'est fini comme ça. Blondin va le calmer en lui donnant une cigarette. C'est peut-être un geste de sympathie de sa part, ou c'est pour montrer que Tuco reste dans sa spirale de violence, et que c'est plus important que de régler ses soucis avec sa vie personnelle. Et que Blondin veut que Tuco continue car lui aussi est assoiffé d'or, car l'exaltation de l'aventure et l'argent sont plus forts que se remettre en question. Et oublier ses soucis avec la fumette, c'est aussi un truc que faisaient les méchants du film précédent. Enfin, bim badi bim bedaboum, je vais faire vite, ils sont prisonniers des Yankees, car ils étaient habillés en confédérés. Et il y a... Sentenza! Quel hasard, sans déconner, c'est à croire qu'il n'y a qu'un seul camp de prisonniers dans ce pays. Non mais attends, il faut montrer le jingle avant. Tout le monde le déteste, ton putain de jingle. Arrête! Et puis en plus, c'est même pas un hasard, hein, espèce de pine d'oiseau. Mais non, c'est trop méchant! Ça a été dit plus tôt que le combat de Bill Carson allait se faire prisonnier, donc c'est logique qu'au bout d'un moment ça leur arrive. Et puis Sentenza savait pour le camp de prisonniers. Il s'est fait passer pour un sergent en attendant Bill Carson. Non mais attends, cette diligence, elle a été détournée, elle a fait du chemin. Elle est passée par la mission à Saint-Antoine. Elle a pris la route du cimetière. Et il y a toujours ces putains de Yakuza, enfin, de Yankee. Oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise en même temps, c'est pas facile d'écrire des scénarios, voilà. Et puis c'est pas le seul hasard. Sentenza connaît Tuco, ils se reconnaissent. Hé, Blondin, t'as vu, on dirait Sentenza. Oui. Réponds présent pour lui. Et Blondin connaît Sentenza aussi, visiblement, alors que ces deux-là ne se connaissaient pas au début du film. C'est quand même beaucoup de hasard, dis donc. Les Misérables, encore une fois. Concernant l'histoire, Tuco se fait passer pour Bill Carson, mais Sentenza le reconnaît, comme je l'ai dit. Il devine qu'il sait quelque chose, du coup, naturellement, il va le torturer. Décision logique. J'ai fait pareil en 40. Cette scène sera surtout pour Léon l'occasion de faire un parallèle entre ce camp et les camps de la mort, des nazis. SS, Adolf Hitler et d'autres mots que j'ai probablement pas le droit de dire sur YouTube, car ils torturent tout en demandant à d'autres prisonniers de faire de la musique. C'est aussi pour nous rappeler que les apparences sont trompeuses, vu que ce sont les Yankees qui se montrent inhumains, alors que dans l'esprit collectif des gens, ils se battaient pour les droits des personnes noires. C'est quand même assez osé de montrer le côté négatif que pouvaient avoir les bleus durant la guerre, sans forcément tomber dans du révisionnisme. Oh coucou! Après, c'est un Italien qui a fait ça. Ça aurait été encore plus osé si c'était un Américain. À cause de la torture et du manque de réalisme du film, Tuco dévoile à Sentenza le nom du cimetière, et que Blondin connaît, lui, le nom de la tombe, où est enterré l'argent. Sentenza pourrait le torturer aussi, mais va plutôt collaborer avec lui et 5 de ses hommes. Tuco est emmené par le bras droit borgne de Sentenza à la potence, dans une ville quelque part. Parce que pourquoi se priver de 3000 $ quand on veut en chercher plus de 200? Mais grâce à cette cupidité, Tuco va s'en sortir, avec la fameuse ligne du j'ai pipi mais en fait non. N'en regarde pas, ça me coupe l'envie. Enfin bon, il tue le borgne. Il restera à jamais dans nos cœurs. C'est une cause concrète. Il lui reste un problème. Le borgne est toujours attaché avec des menottes à Tuco. Il n'arrive pas à les briser. Alors, derrière votre écran, que va-t-il faire?
Il fouille dans les poches du cadavre pour savoir s'il a les clés. Non, c'est pas assez cool. Il va mettre le corps sur une voie ferrée, la chaîne sur une rail et attendre que les roues du train l'écrasent pour lui. C'est audacieux. Mais surtout risqué, hein, parce que si Ellie n'avait pas eu le réflexe de glisser et aurait simplement relevé la tête, l'acteur, et je dis bien l'acteur, se serait fait décapiter juste ici. Il y a aussi un détail que j'adore, c'est que Tuco vérifie si la chaîne est bien en place. C'est genre, si elle s'était barrée ou quoi. Il prend le train en marche et part vers d'autres comtés. Qui s'avère être exactement la même que Blondin et Sentenza parce que putain de merde! Ça paraît improbable, monsieur. Et puis, je sais, ils vont dans la même direction, et on sait pas exactement où se trouve Sun Hill, mais Tuco semblait avoir pris un méga détour, et puis il allait dans l'autre direction aussi. Et ils arrivent, comme de par hasard, tous les trois dans la même ville. Mais c'est pas tout, il y a le mec du début aussi, celui dont Tuco a buté les potes. Comment veux-tu que je me rappelle d'un gars que j'ai vu une fois il y a 2 heures? Sergio Leone a pourtant fait beaucoup d'efforts pour essayer de résoudre ce problème, avec la tronche du gars qui est quand même pas mal marquante, et cette cicatrice qui passe pas inaperçue. Ça fait léger. C'est pas bien grave, hein. L'important c'est qu'on comprenne qu'ils en veulent à Tuco, c'est dit dans la scène. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Toutes les fois que j'aurais eu la possibilité de te descendre, tu n'étais jamais à ma main. C'est juste cool de l'avoir montré avant. D'accord, mais il traquait Tuco? Il l'a suivi? C'est pour ça qu'il est là ou c'est un hasard? Je sais pas moi, là, arrête de me poser des questions. Ouais, misérable much quoi. Mais on s'en fout, il se fait buter parce qu'il est trop con. Et attention, réplique classe. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Le but de la scène, c'est surtout de montrer que Blondin comprend que Tuco est dans le coin, parce qu'il reconnaît le bruit de son arme. Ce qui me paraît hautement improbable, déjà au niveau du fait que je vois pas comment Tuco a pu récupérer son flingue. Peut-être que le Born l'avait sur lui, mais c'est pas dit, donc spéculation. Et puis aussi, Blondin l'a genre entendu une fois, dans une scène qui date de plusieurs semaines de leur point de vue. Mais malgré tout, j'aime beaucoup cette idée que les pros de la gâchette de l'Ouest se reconnaissent avec le bruit de leurs armes, un peu comme des chiens à l'odeur. Blondin n'aime pas son alliance avec Sentenza, il préfère revenir à celle de Tuco. Mais avant, ils vont dessiner sa clique. Ils y arrivent. Waouh! Tu narres tellement bien. Oui, mais ta gueule. Sauf Sentenza, qui aura pris la poudre d'escampette avant. J'aurai votre peau, idiot. Alors c'est pour toi. On arrive doucement à la fin, et avant ça, on a une nouvelle intrigue qui débarque. Putain, il se passe tellement de trucs dans ce film, c'est fou. Vous savez, il y a une critique récente sur pas mal de films qui sortent en ce moment, comme quoi il serait trop long. Je suis pas entièrement d'accord. D'une part, c'est faux, ils sont pas spécialement plus longs. Regardez Le Bon, la Brute et le Truand, il dure 3 heures, tout le monde s'en branle. Et c'est sans compter bon nombre de classiques aux durées gargantuesques. J'ai pas vraiment l'impression que les films sont plus longs. En fait, j'ai plus l'impression qu'ils racontent moins de trucs. Genre Le Bon, la Brute et le Truand qui se renouvelle constamment en se créant de multiples intrigues à la suite des autres sans jamais désintéresser le spectateur. C'est génial, et ça c'est un truc qu'on arrive moins bien à faire, j'ai l'impression. Surtout dans le grand public. C'est ignoble. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Même si on a tendance à me faire passer pour un passéiste, je sais reconnaître qu'il y a certains vieux films qui ne savent pas raconter grand chose malgré leur longueur. Et des films récents qui savent très bien exploiter la leur. Parce qu'il y a des films modernes qui arrivent à être bien. Mais oui, qu'ils soient longs ou courts d'ailleurs. Exemple. En tout cas, la nouvelle intrigue démarre, et ça parle de la guerre. Encore. En fait, nos loustiques se font prisonniers des Yankees. Encore. Mais il leur faut une entourloupe en se faisant passer pour des soldats. Encore. Mais des nordistes cette fois, hein. Originalité. Alors techniquement non, hein, ils ne se font pas passer pour des soldats. Simplement des gens qui veulent s'enrôler dans l'armée. Comme quoi ils ont juste menti sur leur motivation. Ce qui prouve que Matisse raconte toujours de la vérité. C'est surtout l'occasion de présenter un nouveau personnage, Clinton, le capitaine. Et allez, encore un qui va se faire buter dans une scène suivante, comme les autres. Oui, mais il est un peu plus marquant. Il est bien campé, il est assez sec avec ses propos, avec un caractère bien trompé, notamment parce qu'il est tout le temps bourré. T'es en train de dire que l'alcool, ça rend scénaristiquement plus intéressant? Ça m'intéresse. Actuellement, les soldats se battent dans cette région à cause de ce pont barrage, point stratégique. Pourquoi ? Je sais pas. En tout cas, ça dérange nos protagonistes, hein, parce que leur destination se trouve de l'autre côté du pont. Et le pont gêne aussi les soldats, représentés par le capitaine, qui, à force de se battre ici, va finir par haïr ce pont. Mais ils continuent leur guerre, parce que ce sont les ordres. C'est la consigne.
On est donc face à un genre de cercle vicieux, ce qui est une parfaite représentation de la guerre. Après une courte bataille, notre capitaine adoré revient blessé et est sur le point de mourir. Et malgré le fait qu'on ne connaisse que depuis une scène, son caractère fort, sa drôlerie et son côté cassant et tragique font qu'on est un peu attristé de sa perte. En tout cas, cet événement pousse nos fiefs et compagnons à faire sauter le pont, et avec de la dynamite. Comme ça, les soldats quitteront la zone, laissant à nos deux grands couillons le champ libre, et ça fera plaisir à un mourant. Maintenant, parlons du propos sur la guerre de ce film. Pour moi, Le Bon, la Beauté, le Truand est le film anti-guerre ultime, avec Requiem pour un massacre. François Truffaut avait dit cette phrase: tous les films anti-guerre deviennent pro-guerre. Ouais. Quitte à plagier Karim Debache, autant que tu le fasses jusqu'au bout. Mais pourquoi est-ce que les films anti-guerre deviennent pro-guerre? La réponse est simple, parce que quand on montre la guerre, on la glorifie, même quand on veut faire l'inverse. Parce qu'il y a un côté exaltant à montrer autant de fusillades, de batailles, etc., et d'explosions. Regardez Apocalypse Now, la chevauchée des Valkyries, que tu le veuilles ou non, il y a un côté jouissif à la scène, alors qu'elle est censée être terrifiante. Le Bon, la Beauté, le Truand n'a pas ce problème, parce que ce film ne montre pas la guerre du point de vue des soldats, mais d'un point de vue extérieur. Du coup, on n'a pas des gens qui luttent de façon héroïque pour le bonheur du capitalisme, mais juste des combats pathétiques entre deux groupes d'individus qui sont pas si différents que ça. Comme on n'a que les conséquences et qu'on voit pas les idéaux derrière, on voit la guerre véritablement pour ce qu'elle est, et c'est résumé par cette maxime. J'avais encore jamais vu crever autant de monde. Et cette façon de faire n'est pas sans rappeler Miyazaki. Père. Il n'a pas de fils. Bah si. C'est un fils Miyazaki? Bah oui. Goro Miyazaki. Je connais pas. Il a fait quoi? Il a fait La Colline de Coquelicot, La Petite Sorcière, Aya la Petite Sorcière. Mais enfin, Aya la Petite Sorcière n'existe pas. Quelque chose aussi moche ne peut pas physiquement exister, ça détruirait notre réalité. C'est pas faux. Et nos personnages sont très pessimistes vis-à-vis de la situation. Écoutez Tuco. Mais dis-moi, Tuco, si quelqu'un se décidait à le faire sauter leur pont... Oui. Ils iraient s'égorger dans un autre patelin. Même si le pont est le centre de ce conflit en particulier, on s'en fout qu'il soit là ou pas là. Les gens continueront à s'entretuer inlassablement. Putain, ce film a vachement mieux critiqué les idéaux de la soi-disant utilisation nécessaire de la guerre et ses impacts que quasiment tous les films anti-guerre du monde. Oui, à part Requiem pour un massacre, mais au bout d'un moment, c'est de la triche quoi. Il est trop désespéré ce film. Bref, Blondin et Tuco font exploser le pont et Se révèle. leurs informations respectives. Tuco dit le nom du cimetière et Blondin celui de la tombe. Du coup, on sait enfin que c'est celle de Arch Stanton. Le barrage saute et pour se protéger de l'explosion, Tuco se couche dans une position tellement charismatique que c'est devenu mon modèle. Si vous avez la sensation que ce gag a déjà été fait par un autre vidéaste, c'est que c'est le cas. On arrive à une scène rapide mais touchante où Blondin donne une cigarette à un jeune mourant. Ce sera donc la dernière véritable mention de la guerre de ce film, un jeune qui meurt. Tuco profite de la situation pour piquer un cheval et s'enfuir. Leur partenariat ne le sert plus à rien vu qu'il a toutes les informations utiles. Mais Blondin n'a pas dit son dernier mot et va lui tirer 2 boulets de canon pour le faire chier. Oui, il y a un canon dans le coin, qui était chargé, avec un deuxième boulet à côté, et une brosse, et de la corde. Et il fait ça en 15 secondes max. Bon, écoutez, le film est presque fini, essayez de profiter un peu du voyage. En tout cas, on a droit à ce plan, que je trouve magnifiquement absurde. Tuco réussit bon gré mal gré à atteindre le cimetière, et stop. Si vous avez vu le film, vous savez ce qui va arriver. Vous le savez parce que j'en ai pas parlé une seule fois, que vous l'attendiez, et que vous entendez déjà les notes tellement vous êtes ravagé. La musique du Bon, la Beauté, le Truand est la chose la plus iconique de tout le film. Et la seule chose qui lui permet véritablement de se démarquer de toute l'industrie. Car aucune de ces scènes ne peut véritablement marcher sans elle. Le film est déjà excellent par plein d'aspects que j'ai pu décortiquer durant cette vidéo, mais sans la musique, il manquerait cette étincelle qui vient embraser toute la justesse du récit, parce qu'il ne pourrait tout simplement pas exister sans elle. Sergio Leone a demandé à ce que la musique soit composée avant même de commencer à écrire l'histoire, parce qu'il voulait qu'elle se cale sur la musique. Et elle est composée, évidemment, par le génie d'Ennio Morricone. Entre lui et Leone, qui sont probablement le duo le plus iconique du cinéma, oui, j'ose le dire, c'est une histoire qui remonte à long, depuis l'école primaire. Mais ils ne se connaissaient pas vraiment à ce moment-là, ce qui fait qu'ils travailleront ensemble sans savoir qu'ils se connaissaient déjà. À croire que la vie est aussi mal écrite qu'un film de Sergio Leone, n'est-ce pas? Oh là là, comment ça dénonce! Et leur première œuvre, c'est Pour une poignée de dollars, évidemment. Mais je vais pas en parler parce que même si la musique est géniale, pour moi, l'alchimie entre ces deux amis, entre l'histoire et la musique, commence sur Et pour quelques dollars de plus. Car c'est assez évident, la musique est intradiégétique. Elle est dans le film, par le biais de cette montre, qui joue un petit air, qui est un véritable leitmotiv de l'intrigue du film, surtout de ses flashbacks, comme à l'opéra. C'est ici qu'il mêle musique et cinéma. Leone refera pareil pour la trilogie du temps, avec l'harmonica dans l'ouest.
chanson des Sean dans la Révolution. Et la flûte de Pan dans Il était une fois en Amérique, pour la recherche du temps perdu de Noodles. Dans ce film-ci, la musique est différente, elle est extra-diégétique. Mais elle est tout aussi importante parce qu'elle est véritablement le vecteur de l'histoire. Par exemple, ici, dans l'introduction. Un truc que je n'ai pas encore parlé, c'était qu'au début du film, à chaque fin d'introduction de personnage, en plus d'avoir son rôle, on a le droit à un petit air, et l'intelligence du film, c'est que pour différencier les individus, ce n'est pas la mélodie qui change, mais juste l'instrument. Blondin a une flûte pour montrer encore une fois son côté vif d'esprit. Que ce soit à la gâchette ou dans sa tête. Sentenza a un harmonica qui traduit sa froideur et tout ce qui le rend mécanique. Tuco a le cri pour sa folie et son imprévisibilité. Toutes ces infos sont données par la musique. Et toutes les émotions du film sont données par la musique. Quand Blondin donne ses cigarettes à Tuco, plutôt souvenez-vous, on a l'iconique qui embrasse comme Tuco ce désir d'aventure. Toutes les scènes seraient manquantes sans la musique. La scène du soldat qui meurt. La scène des frères. La scène du train. Et notamment celle-ci, celle de la découverte du cimetière de Sad Hill. J'ai choisi de parler de la musique à ce moment précis parce que pour moi c'est la meilleure de toute la discographie de Morricone. Cette scène qui montre juste Tuco chercher la tombe de Stanton dans cette botte de foin géant qu'est le cimetière ne peut pas marcher sans ce morceau chanté par Eda Del Rosa. Intitulé L'extase de l'or, elle encapsule à la perfection l'esprit du métrage, toute la jouissance et cette frénésie que peuvent représenter cette quête sans fin, dont la conclusion se termine dans un silence qui peut paraître fade en comparaison au bonheur ressenti lors du voyage, ce qui peut représenter la cupidité tout comme la guerre. Dans l'absolu, cette scène est simple, mais la musique la marque à jamais dans l'histoire. C'est une excellente scène, c'est une excellente musique, et putain, j'aime juste ce film. Ouais, quand même. Elles ne seront pas très poussées, les analyses sur cette chaîne. Donc, après mon orgasme auriculaire, Tuco trouve enfin la tombe de Stanton. Mais c'est sans compter sur Blondin qui débarque avec une pelle. Oh, c'est sympa. C'est surtout pour le menacer qu'il est là. La situation se retourne pour Tuco. Blondin a aussi le poncho iconique des films précédents, qui n'a pas été lavé depuis le premier tournage du premier film. C'est une vraie anecdote. Pour le scénario, il l'a piqué sur le cadavre du jeune qui est mort tout à l'heure. Voler des objets à un cadavre. Ça m'étonnerait pas que ce film ait inspiré des jeux vidéo. Après, il y a pire concernant les corps. Et la situation se retourne puisque Sentenza est de la partie et fait exactement la même chose, seulement c'est un piège. Blondin s'est juste foutu de leur gueule à Sentenza et à Tuco. Il n'y a pas les 200 000 $, juste un squelette humain. Et c'est un vrai squelette humain, c'est pas un accessoire. C'est une femme qui voulait honorer la mémoire de sa mère, qui voulait rester actrice même après sa mort. Attends, c'est ça qui est pire concernant les corps? Oui. Mais t'es un fragile. Je sais pas, moi je trouve ça juste glauque de filmer des vrais cadavres comme ça. T'es au courant que c'est depuis le début du cinéma qu'on utilise des cadavres? C'est moins cher. Oui, bon je trouve ça perturbant, voilà. Blondin, qui du coup est le seul qui sait où est le magot, décide de faire un petit jeu pour le mériter. Les participants se mettent en parallèle par rapport à la circonférence du cercle. C'est à celui qui tuera les deux autres qui gagne, à savoir une pierre avec le nom de la tombe écrite dessus. Et c'est ce qu'on appelle un duel à 3, un triel. C'est donc la scène absolument iconique de l'impasse mexicaine du film, qui inspirera beaucoup de cinéastes comme Tarantino ou John Woo à travers le monde entier, et aussi Kim Ji-woon pour Le Bon, la Brute et le Cinglé. C'est un genre de film hommage au Bon, la Brute et le Truand, donc le film le plus cher de l'histoire de la Corée du Sud, même si Bong Joon-ho semble vouloir le dépasser. Voilà, c'est un très bon film aussi, que j'aime beaucoup. J'en ai pas parlé une seule fois alors que je voulais le placer, voilà qui est fait. La musique est incroyable, vraiment, Ennio Morricone s'est lâché dans ce film. Il a réussi à créer une ambiance unique au métrage avec sa musique, et c'est un truc qu'il refera tout le temps. La réalisation n'est pas en reste, car même s'ils ne disent rien, il y a continuellement des duels entre les personnages, durant toute la séquence. Des duels psychologiques. Regardez ça. Au début, Sentenza tourne le dos à Blondin, mais garde bien le regard sur Tuco, car il sait que c'est un grand paniqué et qu'il peut tirer à n'importe quelle occasion. Il préfère le surveiller lui plutôt que Blondin, tout simplement parce que malgré tout ce que j'ai dit, il ne s'abaissera pas à tirer dans le dos. Et j'ai notamment envie de montrer ce plan, que je trouve assez élégant, car c'est le seul de tout le duel qui ne soit pas un plan américain d'un personnage, un gros plan de leur tête, un plan du flingue de face, ou un plan d'ensemble. Et le résultat de tout ce schmilblick, c'est la mort de Sentenza par Blondin. Oh! Quelle tristesse. Ça peut paraître évident, mais j'aime bien cette touche de surprise.
S'ensuit une suite de dialogues que j'ai tellement vu 1000 fois que je suis capable de les réciter à n'importe quel moment de la journée, où on a la véritable tombe, celle sans nom, à côté de Stanton, avec les vrais 200 000 $ de Bill Carson. Blondin, les voilà les dollars. Les voilà les dollars. Mais avant de se quitter, Blondin a un dernier tour pour Tuco. Il lui demande de mettre sa tête dans une corde avant de s'enfuir avec la moitié de la thune et de tirer sur la corde au loin pour lui sauver la vie, comme au début de leur rencontre, laissant à Tuco 100 000 $ au final. Achevant le film avec l'insulte qu'il avait prononcée à Blondin lors de leur séparation. Tu veux que je te dise qui est le plus grand dégueulasse que la Terre ait jamais porté? Qui est une excellente façon de conclure leur couple, ainsi que le film qui se termine par le cri des coyotes de la musique des Morricone. Et voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de synthétiser tout ça? Oui, connard! Ça allait le faire, hein, pas besoin d'être méchant alors. Putain. Le Bon, la Brute et le Truand est un chef-d'œuvre du cinéma qui, malgré ses quelques facilités scénaristiques qui sont trop nombreuses pour les oublier, et des occasions un peu manquées, comme avec Sentenza, le film brille par l'utilisation de ces personnages, de la guerre, de la musique, de la mise en scène, qui vont totalement redéfinir le genre. Qui le mettra assez haut dans ma liste de mes films préférés. Il aurait pu être numéro 1, mais avec ses quelques soucis, il a manqué le coche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Ça m'étonnerait grandement. L'analyse est beaucoup trop prévisible, c'est mal fichu par moment, le cadrage est mal exécuté, il y a quelqu'un qui tape sur la caméra, puis... Tiens, attrape-moi ça. Trucs... Et ça c'est prévisible peut-être? Sentenza nettoie les traces de sang, Sentenza vous débarrasse des méchants. T'es devenu fou quoi?